Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi une pub que je viens de voir, qui est sur la Toyota Mirai, qui est la voiture, tu sais, hydrogène, oxygène. A priori, ça y est, c'est prêt, on va pouvoir l'avoir dans nos concessions, on va pouvoir aller se faire plaisir à rouler propre. Et en fait, je sais pas ce qui m'est venu, c'était la perception d'un calendrier en fait. C'est ça qui m'est venu. Et, euh, et je me suis dit, mais toujours pareil, pourquoi on me montre ça maintenant? Et sachant que c'est un projet qui date maintenant, ça fait 5, 6 ans, ou peut-être même plus que j'ai entendu parler de cette voiture. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est la courbe, tu sais, la courbe d'innovation que je t'ai fait, j'ai sorti mon tableau. Hein, alors, pour rappel, hein, ça commence ici avec les innovateurs, donc les gars qui à la fois innovent et en même temps veulent à tout prix avoir la dernière innovation, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer des fortunes pour avoir le dernier truc, même si c'est pas encore testé, même si c'est, tu vois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les early adopters, donc les gars qui vont être avant le consommateur moyen, tu vois, qui va, qui est en général assez au courant de tout ce qui se passe et qui va aller acheter le produit dès qu'il arrive en magasin, même s'il en a déjà, même s'il a même pas encore usé le produit qu'il avait avant, c'est pas grave, il l'achète quand même. Ensuite, il y a la majorité précoce, donc c'est-à-dire ceux qui vont changer régulièrement et qui vont utiliser le produit pareil avant que celui d'avant soit mort. Ensuite, il y a la majorité retardataire. Donc là, c'est plutôt les gens qui vont plutôt être dans la fonction, c'est-à-dire ils vont pas trop suivre l'effet de mode, ce qui est le cas en fait de tous ceux qui sont là. Et puis ensuite, il y a, moi je les appelle les has-beens, les retardataires, ou ça, c'est les gars qui, c'est le gars qui va être tout content d'avoir un iPhone 8, alors que tout le monde déjà est en iPhone, je sais plus, 10, 12, je sais même plus d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a cette courbe-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette courbe-là, en fait, elle est quasiment inscrite je dirais dans nos gènes, en fait. C'est-à-dire que cette loi-là commerciale, elle est tellement inscrite que finalement, on la remet pas en cause. Et là où ça m'a tilté, c'est quand j'ai reçu la notion d'agenda, je me suis dit, mais en fait, ce qui est quand même vachement étrange, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, on a le produit quand on est prêt à le payer, et pas l'inverse. Ce qui voudrait dire, c'est que, en fait, cette phase-là, elle est, le produit arrive quand les gars qui ont énormément d'argent sont capables de claquer énormément d'argent pour l'avoir. Et ensuite, quand les gars qui sont capables de se dire bon, je boufferai des pâtes pendant un mois, c'est pas grave, il me le faut, ben hop, le produit il arrive là, et ainsi de suite. Jusqu'au là, le gars il dit non, mais moi je m'en moque, si je l'achèterai que quand il sera pas cher, ou alors quand il sera intégré dans le produit. Et après, on voit d'ailleurs dans les voitures, au début, tu as le système, tu sais, le truc de l'ABS, le machin, ou le cruise control, ou tu vois. Et ça arrive, en fait, j'ai l'impression que ça arrive quand tous ceux qui pouvaient le payer très cher l'avaient déjà payé. Donc à un moment donné, on a plus de clients, en fait. Donc on baisse le prix de telle sorte à ce que le consommateur moyen, qui a moins de moyens, il l'achète aussi et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on est sûr que tous les gens le payent au maximum du prix. Alors, normalement, bien évidemment, c'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que plus il y a de gens qui l'achètent, plus on améliore la productivité, la production, les machins, et plus on arrive à faire baisser les prix. Mais on est dans une économie où aujourd'hui, on sait exactement, de manière extrêmement précise, qui va acheter notre produit. Enfin, des grosses boîtes qui vendent une boîte comme Toyota, elle sort pas un produit en se disant, bon, d'après toi, c'est 2000 personnes qui vont nous l'acheter ou 3 millions? Oh, je sais pas, franchement, on prend un risque là, tu vois. Non, tout ça, c'est extrêmement calculé, les gens, ils savent. Et donc, ce que je me disais,
enfin, ce que je me disais, ce que je ressentais, c'était qu'il y avait toujours cette manipulation. Alors on va dire que je suis complotiste et tout ça, je le suis probablement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la notion d'agenda. C'est la notion, parce que honnêtement, elle est corrélée à quoi cette notion d'agenda? On l'a vu, que je l'ai dit, c'est par le fait que le Toyota, je veux dire Toyota, voilà, comme ça on va rentrer dans le dur, mais ça peut être plein d'autres marques, hein. Mais on va dire que Toyota, ce qu'il veut, c'est faire payer sa voiture le plus cher possible à toute la clientèle qu'il peut avoir, d'accord? Donc le gars qui veut absolument avoir la dernière voiture, dernière technologie et tout ça, le gars il est prêt à payer une fortune, quoi. Un peu comme Tesla avait fait finalement, enfin le constructeur automobile, hein, pas le génie. Il a vendu des voitures hors de prix avec des batteries de portable, de téléphones et d'ordinateurs portables, des voitures de course, machin, avec une activité très faible en termes d'usage, mais un pouvoir d'achat de la clientèle vachement élevé. Et puis petit à petit, il a fait des produits de moins en moins chers, mais toujours avec des gens qui étaient capables de payer pour avoir le produit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est cette notion de capacité de payer pour avoir le produit. Parce que derrière ça, il se cache la peur la peur de manquer. C'est-à-dire qu'il y a un effet balancier. Parce que honnêtement, moi je suis père de famille. Si aujourd'hui j'avais pas peur de mettre mon budget en péril, j'irais chez Toyota m'acheter une voiture où on met deux produits propres, de l'hydrogène et de l'oxygène, et qui ressort du produit propre, de l'eau. D'accord? J'imagine pas. Dis papa, pourquoi t'as pas acheté une Toyota? Ah non, moi je préfère un gros gasoil qui pue et qui fait de la fumée noire pour qu'on soit bien tous intoxiqués et puis que toi, la planète que je te laisse, elle soit bien pourrie. Il n'y a aucun père de famille qui va se comporter comme ça, enfin. Ou alors, ou alors vraiment on n'a pas les mêmes repères, pas les mêmes références. Et là pour le coup, je suis inquiet, vraiment. Mais donc on a tous envie de pouvoir, on a tous cette culpabilité de mettre de l'essence sale dans notre moteur et de polluer la planète à chaque fois qu'on fait 1 kilomètre. Donc bien évidemment, si on avait les moyens, si on n'avait pas peur de manquer d'argent ou de mettre notre budget en péril ou de mettre pire notre famille en péril parce qu'on a acheté ce produit-là, on irait l'acheter. On prendrait notre voiture toute pourrie et on irait l'échanger contre cette voiture super propre. Et ça pour plein d'autres produits aussi, hein, pour le frigo qui consomme moins, le lave-linge, le lave-vaisselle et ainsi de suite. On irait tout de suite utiliser le dernier produit, dernier cri qui consomme moins. Parce qu'on sait que c'est quand même mieux, à service égal, c'est quand même mieux d'avoir un produit qui pollue pas, quoi. Et donc ça veut dire que derrière, on a cette peur de manquer. Mais si jamais on n'avait plus cette peur de manquer, tout le monde irait s'acheter une Toyota Mirai. Parlons de Toyota Mirai, d'accord? Mais alors dans ce cas-là, alors on oublie le côté genre ouais mais Toyota ils ont pas une chaîne de production qui permet de livrer tout le monde machin et tout ça. Mais n'importe quoi. Quand tu vas acheter une bagnole aujourd'hui, les mecs ils te disent pas ah bah attendez dans 15 jours allez chez vous. Bah non, les 3/4 du temps les mecs ils te disent ah bah non pour fabriquer votre voiture il faut 2, 3, 4, 5, 6 mois parfois, d'accord? Donc les gens ils attendent, même s'ils ont plein de fric, ils attendent quand même, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une notion de délai de fabrication ou des machins comme ça. Au pire, t'attendras 1 an et demi pour avoir ta Toyota Mirai, mais tu l'auras déjà dans ta tête, tu l'auras déjà, d'accord? Et là, tu te dis, mais finalement, tout le système, il est fait pour nous maintenir dans cette peur-là. Alors, on a parlé largement de la peur avec tout ce qui est virus, corona et machin et tout ça, et bon. Mais la peur, c'est notre quotidien, en fait. Et ce qui me paraît super important de relier ça, c'est qu'on a un confinement par la peur. Alors là, on l'a vécu en vrai. Mais en fait, ce confinement-là, on l'avait déjà. On l'avait déjà dans notre quotidien. Si on va bosser tous les matins, machin et tout ça, c'est tout simplement parce qu'on a peur que demain, on n'ait pas la subsistance. Mais si jamais, hypothèse, on arrêtait tous de bosser du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer déjà, c'est que, bon, drastiquement, toutes les grosses boîtes vont fermer, comme les petites. Donc il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien et tout ça. Donc au début, bien évidemment, on va se taper dessus pour nourrir, puis à un moment donné, on va s'organiser. Forcément.
Bah ouais, alors, une fois qu'on aura pillé toutes les supérettes et les machins, il va bien falloir cultiver des poireaux dans son jardin. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, on va pas mourir de faim, on va pas se laisser mourir de faim. Bon, c'est vrai que ça va être un peu glauque peut-être au début parce que il va y avoir la force qui va prendre le dessus. Et c'est pas ce que je souhaite, hein, c'est pas du tout ce que je veux, j'appelle pas du tout à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que cette peur, elle est constitutive de notre espèce? Parce que c'est facile de dire ouais, c'est le cerveau reptilien, machin, mais c'est bon, on n'est plus des lézards depuis quand même quelques décennies. Donc à un moment donné, cette peur-là, est-ce qu'elle nous est pas insufflée en permanence, à petite dose, un peu comme de la morora en fait, tu vois, qui fait que ça nous maintient dans un état de léthargie, qui fait que, in fine, on est prêt à vivre des situations où on dit rien. Et aujourd'hui, j'ai revu un reportage sur le 11 septembre, et franchement, on avait mais toutes les infos pour comprendre que tout ça, ça n'était pas vrai. Et le 11 septembre, c'est quand même 2001, ça fait 20 ans. Et en fait, c'est fou, quasiment une génération, et on est toujours dans la même léthargie, quoi. Et en fait, la question que je me pose, jusqu'au bout du raisonnement, si j'essaye d'aller jusqu'au bout du raisonnement sans forcément faire intervenir aussi bien le deep state, les martiens, les gentils martiens, les méchants martiens, machin et tout ça, je me dis, mais la peur, elle sert, alors elle sert à nous vendre des cochonneries, des voitures qui polluent, des machins, des trucs comme ça. Et elle sert un agenda de gens qui se disent, bon, bah voilà, si dans 10 ans je sors ce produit-là, je vais continuer à être toujours aussi riche. D'accord? Mais d'un autre côté, cette léthargie-là, elle permet aussi de maintenir la population dans un état de non-action, de non-mouvement, et, et en même temps de... Je suis désolé, c'est un peu dur à dire, mais en fait, c'est des sous-hommes. Ce que je vois, c'est des sous-hommes. C'est-à-dire on n'est pas des hommes. On est... alors, il y a une théorie qui dit que les petits gris, c'est un peu c'est des êtres martiens esclaves. En fait, ils n'ont pas vraiment de liberté individuelle, ils n'ont pas vraiment de comportement autonome et tout ça, et qui sont un peu comme des esclaves, ils sont manipulés. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'est pas ça, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne nous maintient pas dans cette léthargie-là pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'idée de la puissance qu'on peut avoir? Et alors, ça va te faire marrer encore mes références, mais on est en train de regarder Mille et une pattes. Tu sais, quand je conduis dans la voiture, de temps en temps, on met un DVD pour que la matinée, ça passe plus vite quand on a le trajet à faire. Et là, il y avait Mille et une pattes, et à un moment donné, il y a une des cigales qui dit je vois pas pourquoi ils sont au Mexique là en train de faire ta 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 ta, tu vois. Et il dit mais je comprends pas pourquoi on retourne embêter les fourmis parce que finalement on n'aime pas la nourriture qu'ils nous filent. Et le chef dit mais euh, il envoie une noix dans la tronche du gars et puis il lui dit non c'est une noisette. Il lui dit mais ou une graine parce qu'une noisette c'est un peu gros pour l'insecte. Il lui dit mais est-ce que t'as mal là? Et l'autre dit non. Et après il lui en envoie 12 000 sur la tronche. Et l'autre complètement enseveli. Et puis il se retourne vers les autres. Puis il lui dit alors t'as mal là ou pas? Et l'autre dit oui, bien sûr. Il dit bah c'est pour ça qu'on y retourne. C'est parce que s'ils prennent conscience du potentiel de la force qu'ils ont, eh bien à ce moment-là c'est nous qui n'existons plus. Et, et je ne vais pas continuer pendant des heures à discuter de ça parce que c'est un sujet qui me passionne, mais et je vais te laisser là-dessus. Mais je crois qu'on touche du doigt exactement le fond du problème, c'est que on est maintenu dans cette léthargie de peur afin que d'autres puissent continuer à vivre sur les plages des Maldives. Et, et je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de force, c'est une question de puissance intérieure. Donc, bah, on va se revoir demain parce que on va travailler là-dessus à fond pour que tu sois libre, pour que je sois libre, et puis pour que ce monde devienne ce qu'on a envie qu'il soit. Je te souhaite une super journée.